Merci beaucoup pour l'invitation, Nicolas. Alors, on n'a pas été très bon élève parce qu'on n'a pas complètement préparé la jonction entre nos deux interventions. Ce que je vais essayer de faire d'une certaine manière, et peut-être qu'il y aura des redites par rapport à ce qu'a dit Grégory, c'est un peu radicaliser le propos. Si vous voulez, enfin en tout cas c'est ma perspective ou c'est mon objectif, je ne sais pas si j'y arriverai. En vous disant quelques mots à la fois sur le contexte, quelques mots de problématisation, c'est une deuxième chose. Effectivement, on a été, on en a discuté pas mal, provoqué en quelque sorte par le titre du colloque par rapport à notre horizon de fonctionnement, de réflexion, etc., la philosophie pratique, par rapport à ce qu'on délimite comme étant l'éthique médicale, la bioéthique. Vous avez vu, et c'est une bonne définition, celle de Gilbert Ottois tout à l'heure dans la présentation, un champ interdisciplinaire de discours, de recherche, de pratique, donc quelque chose de pas très délimité, de pas très défini. À partir de là, il me semble qu'il y a moyen d'engager un dialogue entre bioéthique, éthique médicale. On utilise, nous, éthique médicale pour ne pas tomber, si vous voulez, d'une certaine manière dans les prouesses héroïques de la médecine, mais plutôt dans le développement de la médecine contemporaine, dans sa pratique la plus quotidienne, même si cette pratique quotidienne est effectivement émaillée de l'utilisation d'un certain nombre de technologies. Et puis, à partir de là, j'essaierai, à travers un peu de l'histoire de l'intervention éthique, parce que je pense que c'est celle-là qui nous amène assez bien au pragmatisme, d'essayer d'indiquer quelques enjeux, et en reprenant peut-être un certain nombre d'enjeux qui ont été évoqués dans la journée. Alors, cette bioéthique, on peut dire, c'est un espèce d'ovni. Le premier qui en a parlé, il y a eu quelques disputes sur qui a été à l'origine du mot, etc., mais parlait d'un nouveau savoir, d'une nouvelle science qui intégrerait d'une certaine manière sciences humaines et sciences exactes ou développement de la biotechnologie pour développer une nouvelle sagesse de l'action dans un univers biotechnologique. Alors voilà, qu'est-ce que ça allait être, qu'est-ce que ça allait pouvoir être. Ça n'est pas une perspective qui a continué d'avoir je dirais une postérité très, très, très nette, cette approche-là. Elle a vite été remplacée, alors plutôt en Europe par l'idée d'un champ interdisciplinaire, mais alors là vous voyez que pointe la question qui est soulevée par le colloque et le titre du colloque d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui sont ces bioéthiciens ou qui sont ces éthiciens, est-ce qu'ils sont philosophes, est-ce qu'ils sont autre chose, de quelle discipline viennent-ils, quel rapport s'institue entre ces disciplines dans ce qu'on appelle un champ interdisciplinaire de recherche, de réflexion, de pratique, etc. Et puis, il y a eu une forme aussi de disciplinarisation du domaine, surtout dans le monde anglo-saxon, d'une certaine manière, où on a développé des revues, des cursus, etc., etc. Et donc aujourd'hui, la question se pose très clairement du rapport à la philosophie de ce champ existant de la bioéthique. À un point tel, je disais l'un et l'autre, on est dans un processus de recrutement aujourd'hui dans notre centre, on a plusieurs candidats de différentes disciplines et on discute entre nous du fait de savoir dans quelle discipline nous allons choisir ce candidat, qui sera celui qui viendra compléter l'expertise dont on a besoin et sur laquelle on s'interroge elle-même pour savoir laquelle elle devrait être. Voilà, donc un rapport problématique à la philosophie, je dirais, d'une certaine manière d'amour-haine, parce que par ailleurs, si vous allez dans un département de philosophie un peu classique, comme j'en ai connu, la considération pour l'éthique appliquée ou la bioéthique en particulier n'est pas toujours très fameuse et très positive. Donc effectivement, amour-haine, parce que par ailleurs, pour un certain nombre d'entre nous, c'est quand même une discipline un peu source, mais sans être nécessairement l'unique source, etc. Et donc, si vous voulez, le fil conducteur par rapport à ce contexte que j'ai envie de suivre, c'est une forme de... ce qui se joue dans l'expérience de la bioéthique, c'est une forme de radicalisation du rapport à la pratique. Et c'est un peu le fil conducteur que je voudrais prendre pour discuter, toujours le titre de cette... du colloque et les enjeux qui me semblent se poser dans ce cadre-là.
D'une certaine manière, et nous en discutons parfois avec mes collègues, l'idée de faire référence à la philosophie plutôt que de rester dans un vocable qui se tient à l'intérieur de l'éthique médicale, c'est d'élargir la focale. D'élargir la focale par rapport à quelque chose qui fait l'objet d'énormément d'investissements ou de projections de la part d'un certain nombre d'acteurs. Donc souvent, nous nous sentons enfermés en quelque sorte dans une vision de ce que c'est l'action et ce que c'est la pratique, étant donné l'idée qu'ont les gens de ce que peut bien être l'éthique, d'une certaine manière. Et puis d'autre part, effectivement, il y a toute une série de courants éthiques, on l'a rappelé tout à l'heure, qui se situeraient plutôt en surplomb par rapport à toute cette réalité et à son évolutivité, alors que, je dirais, les bons auteurs, que ce soit Autois ou Jean Ladrière dans des registres très différents, ont montré, et c'est un des enjeux, d'une certaine manière, qu'il n'est plus possible, et Autois de manière très radicale, Ladrière dans son sillage, qu'il n'est plus possible d'avoir une réflexion de surplomb, radicalement de surplomb par rapport à ce qui se développe dans ces pratiques. Et Grégory a montré un peu, je dirais, quelles étaient une série des déterminants de la complexification de ces pratiques ne permettant pas d'avoir un discours sûr, d'une certaine manière. Mais nécessairement, et ça aussi c'est un des enjeux de la radicalisation, un discours dans, ou un discours depuis l'intérieur. Alors là, c'est là que je me risque à une petite, si vous voulez, à une petite radicalisation et discussion. C'est de dire, d'une certaine manière, le pragmatisme, l'idée d'une épistémologie des pratiques, etc., s'ouvre à quelque chose de plus large d'ailleurs que la bioéthique, me semble-t-il, c'est la question, alors l'expression n'est peut-être pas bonne, qui se joue dans le monde académique et au-delà, c'est quelque chose de l'ordre d'une science des pratiques. D'une certaine manière, la division entre le théorique ou le théorétique et le pratique, d'une certaine manière, se trouve rejouée ou redonnée aujourd'hui dans la mesure où on a l'impression d'avoir besoin d'une compréhension, d'une connaissance des pratiques, du contrôle des pratiques, de la réflexion sur les pratiques, depuis et à l'intérieur des pratiques, d'une certaine manière, et que tout ce versant-là, qu'on peut trouver dans des disciplines académiques d'ailleurs déconsidérées en partie, que sont les sciences de gestion, par exemple, du point de vue des économistes, théoriciens de l'économie, comme étant une espèce de bricolage visant à approcher la question de la gestion, ou même, je dirais, le domaine de la santé publique, par exemple, avec ces articulations entre des études épidémiologiques, des études descriptives des enjeux de santé, et puis la construction de plans d'intervention dans ces contextes étudiés par ailleurs, et puis la question de l'adéquation entre ces descriptions et la capacité d'intervention qu'on peut avoir en fonction de ces descriptions ou de toute autre chose. C'est toute une série de choses qui se posent et qui, si vous voulez, conduit dans le champ de l'éthique, et là j'anticipe un petit peu, ça s'explicitera peut-être mieux après, à ce qu'un auteur avec lequel nous travaillons fréquemment appelle... Merci. La transformation ou les transformations de l'éthique. Et cette transformation de l'éthique consiste à dire, d'une certaine manière, cette transformation actuelle de l'éthique consiste à dire qu'elle est à saisir comme un champ pratique dans sa dynamique évolutive. De nouveau, c'est cette idée d'internalisme chère à un auteur comme Hilary Putnam notamment, c'est-à-dire que c'est depuis l'intérieur des pratiques de l'éthique qu'il s'agit de comprendre ce qu'il en est de l'éthique, d'une certaine manière. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a comme un tournant pratique, si vous voulez, un tournant pragmatique, un tournant pratique en éthique, qui consiste à s'obliger à réfléchir l'éthique depuis l'intérieur de sa pratique, de ses pratiques et de son développement. Ce qui rejoint la question qui était posée, c'est est-ce que, en fonction des contextes, les dispositifs dont Grégory a parlé ne doivent pas être fondamentalement différents d'une réalité à l'autre, etc., etc. Et donc de voir un petit peu, depuis une hypothèse de holisme génétique, c'est-à-dire du développement de cette éthique à l'intérieur des situations complexes où elle est amenée à se déployer, et de la comprendre dans ce contexte comme une intelligence du processus d'apprentissage que représente la pratique de l'éthique elle-même. Donc de comprendre ce qu'on est en train de faire et de se donner les moyens, ça renvoie à la question notamment
d'Alain Duhamel, de se donner des outils pour arriver à comprendre ce qu'on est en train de faire quand on fait cela. Alors, on peut illustrer ça à partir d'un peu d'histoire, si vous voulez. La particularité, qui est un peu particulière au champ médical, sans doute, c'est que, si vous voulez, dans les années 80, est né, dans le contexte américain de nouveau, mais anglo-américain, états-unien pour être plus précis, l'émergence de cette discipline qui est l'éthique clinique. L'éthique clinique étant, je dirais, ou en tout cas se projetant comme étant une possibilité de réponse très concrète à des situations concrètes de soins où des problèmes se posent, qui s'était également développé en réaction d'une certaine manière à l'émergence des comités d'éthique et de la formalisation des comités d'éthique en disant, du point de vue des acteurs, nous voulons être comme soignants les acteurs de la réflexion et du travail éthique et des questions qui se posent dans nos pratiques, et pas déléguer cela à des comités de surplomb formalisés d'une manière ou d'une autre. En plus du fait, si vous voulez, que très concrètement, les problèmes se posent ici. Alors ça, on peut déconstruire en partie aussi, mais les problèmes se posent ici et maintenant, et donc les réponses qu'on doit y donner ne supportent pas quelque part la délégation temporelle et spatiale d'un comité d'éthique. Et en fait, l'intérêt de cette émergence de l'éthique clinique comme volonté d'application de l'éthique d'une certaine manière conduit à une réflexion fondamentale tout autant sur les fondements éthiques de cette démarche, quelle est bien l'éthique que l'on peut prendre en référence pour développer cette démarche, et en même temps, et c'est ce que je venais de dire dans le passage, si vous voulez, entre les comités et la réappropriation par les acteurs de l'activité éthique elle-même, c'est les méthodes. Quelle est la bonne formule, quelle est la bonne forme, quelle est la bonne procédure, d'une certaine manière, pour traiter ces questions auxquelles nous faisons face. Et donc, l'éthique clinique, depuis les années 80, a travaillé et a été un champ en permanence de reconsidération du fondement, je dirais, éthique de sa pratique et des méthodologies utilisées. Et ça reste aujourd'hui toujours un chantier assez colossal, où on peut trouver, y compris de la part des meilleurs auteurs, un peu tout et n'importe quoi. Je suis peut-être un petit peu prétentieux en disant ça, mais j'ai des collègues très éminents et très sympathiques et avec lesquels on travaille beaucoup de l'Université libre d'Amsterdam, qui est sans doute une des plus grosses équipes d'éthique médicale européenne, qui viennent de sortir un article sur les fondements pragmatiques de l'éthique clinique, qu'ils juxtaposent avec une procédure sur le dilemme éthique, que je considère complètement incompatible, même sur le plan de la cohérence entre le fondement présenté et la grille et la méthode par ailleurs. Alors, et j'ai presque fini, essayez à partir de là de faire émerger quelques questions. Une première question, effectivement, et ça tourne... Ici, les choses vont tourner aussi, ou tourneraient, si on avait le temps de les déployer, autour de la notion de situation au sens où les pragmatistes le définissent, c'est-à-dire cette articulation entre un environnement et des acteurs de cet environnement pour créer une forme de problématisation ou pour se laisser interpeller par un certain nombre de problèmes qui émergent dans leur pratique. Conduit, me semble-t-il, à un enjeu. Il est peut-être ici, je dirais, formulé de manière un peu volontariste, il faudrait plus de temps pour le déployer, du passage d'un paradigme de la décision, qui est central en éthique clinique, à un paradigme plutôt de l'action ou de la transformation des pratiques. D'une certaine manière, on a l'impression, et un certain nombre d'auteurs ont développé l'idée de l'idéologie de la décision, aujourd'hui rediscutée aussi notamment par des gens comme Yann Barth, Calon, etc., sur Agir dans un avenir incertain, si vous connaissez cet ouvrage, et qui montre d'une certaine manière que dans toute une série de questions, y compris même les urgences en médecine, il n'est pas toujours urgent de décider, mais plutôt urgent de comprendre dans quelle situation on est, avec quelles interactions, face à quel type de réalité. Je sors là de plusieurs consultations dans des services d'urgence où c'est véritablement, si vous voulez, l'incompréhension des acteurs des urgences eux-mêmes, des articulations entre un service de réanimation, un service de soins palliatifs, un service d'urgence dans lequel le service d'urgence lui-même est découpé en plusieurs sous-unités, notamment l'unité de surveillance continue, qui est un lieu d'attente par rapport à la prise de décision, et dans lequel, effectivement, ne fût-ce que ce qu'on pourrait appeler la qualification du patient
est un problème extrêmement complexe qui ne fait plus figure d'évidence, qui demande des interactions entre différents types de spécialistes, dans lesquels vous pouvez avoir sur 3 jours de temps 4 médecins urgentistes qui sont intervenus dans la même situation avec des conceptions complètement différentes de ce qu'il fallait y faire. Donc, référence à cette idée d'apprentissage collectif, de transformation de la structure même des pratiques et du lien entre l'éthique clinique et l'éthique organisationnelle dans ce cadre-là. Et donc, ici, me semble-t-il, il y a un enjeu qui est difficilement atteignable dans les pratiques de l'éthique, qui est l'épaississement de cette notion de situation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une situation? À la limite, on peut l'interroger spatialement comme temporellement. Quand commence-t-elle, quand elle finit? Il y a une discussion importante en éthique clinique, c'est de faire de l'éthique, comme on dit, à chaud ou de l'éthique à froid, prospective ou rétrospective, de l'aide à la décision, justement, nouveau, qui est centré sur la décision, et éventuellement de l'éthique clinique a posteriori. Et puis vous avez des situations qui sont intermédiaires entre ces deux. On pourrait dire, parfois on utilise à chaud et à froid, et puis il y en a un certain nombre qui sont tièdes d'une certaine manière. Donc en quelque sorte, tout ça interroge la notion même de ce que peut être cette situation, de l'envisager comme un certain nombre de travaux pragmatistes aussi, déjà anciens même, dans la perspective d'une communauté processuelle d'humains et de non-humains dans lequel le problème se pose. Et dans ce cadre-là, l'enjeu semble d'être de construire et de gérer une communauté d'apprentissage. En quelque sorte, l'enjeu central, c'est d'apprendre à apprendre. C'est pour ça que nous développons là, nous allons développer dans les mois qui viennent, une chaire autour de l'apprentissage en santé, parce qu'il nous semble que la notion d'apprentissage est tout à fait centrale, tant pour les professionnels que pour les patients, pour les deux ensemble, et pour le milieu dans lequel les deux ensemble sont en train d'interagir. Et dans ce cadre-là, toute une série de questions se posent autour de la méthode d'intervention, grille formalisée. Je vous ai dit ce que j'en pensais juste avant et les contradictions que ça peut créer, parce qu'on peut se demander si le fait de considérer une situation éthique comme un dilemme ou à partir de la notion de dilemme moral est la bonne manière de caractériser la question éthique qui se pose dans une situation. Alors certains résolvent le problème en parlant de métaméthode, ce qui est déjà une pragmatisation, c'est-à-dire certains auteurs ont déterminé une grille visant à permettre aux acteurs de choisir la grille qu'ils allaient appliquer à la situation qu'ils allaient travailler. Et puis, je pense qu'il y a moyen de réformer encore cette question de la méthode à partir de la notion d'enquête. Et d'enquête, comme le disait ce matin M. Lanto, spécifique à l'éthique. Et puis, encore une autre question tout à fait centrale, il me semble, on en a discuté avec Yola pas mal déjà à Lille récemment, c'est la question de la posture de l'intervenant. Est-ce que, dans ce cadre-là, on doit parler, par exemple, d'accompagnement? Accompagnement, grosso modo, ça paraît assez soft, assez gentil, assez sympathique comme type de vocable. Malgré tout, ça comporte encore, si vous voulez, une posture extrêmement liée à celle de l'expert, extrêmement pesante dans le processus, extrêmement déterminée, même si la sémantique du terme peut être très différente. Et donc, de ce point de vue-là, par exemple, et c'est des choses à travailler, c'est plutôt un programme de recherche là que la notion d'intervention éthique nous intéresse, et c'est relié d'ailleurs aux questions que soulevait Joël Zask ce matin sur les rapports entre l'enquêté et l'enquêteur, le fait que bien souvent l'enquêté devient l'enquêteur par rapport à la situation, mais aussi par rapport à celui qui était au préalable enquêteur, etc. Et donc on pourrait penser cette question, par exemple, en termes de mode de relationnalité, mode de connexion entre cet intervenant et la situation, l'acteur dans ces situations. Voilà un peu une série d'enjeux qui, me semble-t-il, sont posés là, toujours dans cet horizon du rapport entre une pratique de l'éthique en tant qu'elle se développe et se comprend dans son propre développement et cette notion de philosophie pratique. Comment mettre en dialogue, d'une certaine manière, ces deux points de vue? C'est aussi le point de vue de l'intériorité et de l'extériorité dont Joël parlait ce matin et qui me semble jouer là et qu'on a retrouvé dans plusieurs exposés. Et une question aussi qui se pose à cet égard-là, je dirais dans l'interaction entre la philosophie et les sciences humaines, qui sont généralement dans le domaine de l'éthique celles qui sont convoquées pour, je dirais, jouer ce rôle d'évaluation des pratiques, et qui, en tant que telles, dans leur méthodologie, ne sont pas satisfaisantes ou pas entièrement satisfaisantes pour rendre compte
de ce dont il s'agit, de la manière dont ça a fonctionné, des enjeux qu'on a retrouvés, et que donc effectivement là, un peu comme Joël le disait ce matin pour la philosophie, l'éthique médicale en tout cas est confrontée à l'enjeu de construire ses propres méthodologies pour rendre compte des enjeux et des résultats de son processus. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire.